À la une, avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse ce matin notamment, donc les conclusions du rapport de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Rapport présenté hier à la demande de l'ONU par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Accusé par Israël d'employer, je cite, plus de 400 terroristes, dont une douzaine auraient pris part directement aux attaques du 7 octobre. L'UNRWA connaît des problèmes persistants de neutralité politique, mais l'État hébreu doit encore fournir la preuve que ses membres sont liés à des organisations terroristes. Voilà pour la principale conclusion de ce rapport, cité notamment ce matin par le quotidien Le Monde. Quoi qu'il en soit, on s'en souvient, les accusations israéliennes avaient immédiatement entraîné la suspension des contributions de plusieurs pays donateurs, une perte d'Amiens estimée à 450 millions de dollars par le quotidien britannique The Guardian, qui rappelle que cette suspension était intervenue à un moment où les Gazaouis mouraient en masse et que 3 mois plus tard, la situation n'a fait qu'empirer avec l'apparition d'une famine en plus des bombardements, de l'effondrement du système de santé, du manque d'eau et des épidémies. Et The Guardian qui revient aussi sur la multiplication des attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie depuis des mois, un moment où l'attention internationale, elle, reste focalisée vers Gaza. Le quotidien a choisi d'illustrer ces violences par cette série de dessins qui montrent très clairement une intensification de la violence depuis le mois d'octobre, avec un peu moins d'une centaine d'incidents enregistrés en janvier 2023 et plus de 200 au mois d'octobre dernier. Des agressions dont les auteurs sont des colons israéliens qui utilisent la violence pour s'approprier des terres palestiniennes. Des colons photographiés dans les rues de Cisjordanie, équipés de haches, armés de fusils, aux côtés parfois de soldats israéliens. D'après l'ONU, au moins la moitié des agressions commises par les colons ont été, je cite, accompagnées ou activement soutenues par l'armée israélienne. Le conflit israélo-palestinien, dont l'onde de choc continue de se propager à travers le monde et notamment sur les campus des universités américaines. Yale Daily News, le journal de la prestigieuse université du même nom, fait état de l'arrestation hier d'une cinquantaine d'étudiants qui manifestaient, je cite, en faveur du peuple palestinien, d'un cessez-le-feu à Gaza et de la fin des investissements de l'université de Yale dans les entreprises militaires vendant des armes à Israël. Dans une tribune publiée par des étudiants, donc par le journal, des étudiants accusent la direction de Yale de, je les cite, chercher à supprimer la liberté d'expression. Dans nos salles de classe, écrivent-ils, les professeurs nous enseignent les paroles de Nelson Mandela, racontent l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud, font des conférences sur la protestation politique, les mouvements sociaux et la lutte contre l'injustice. Pourtant, l'université attend de nous que nous gardions le silence alors qu'elle finance et profite de la guerre à Gaza. Le très conservateur Wall Street Journal dénonce, lui, la violence de cette mobilisation étudiante et accuse les administrateurs de Yale de laisser faire les fauteurs de troubles, vilipendés pour avoir scandé l'anéantissement d'Israël et dénoncé l'Amérique. Le Wall Street Journal, Damien, qui s'inquiète de voir cette mobilisation pro-palestinienne s'étendre à d'autres campus aux États-Unis, à Yale, mais également à l'Université Columbia de New York, où les cours se font actuellement en ligne pour éviter les manifestations, et à Harvard, qui est fermé pour toute la semaine jusqu'à vendredi. Une autre actualité que vous avez retenue ce matin, Hélène, très loin de l'exposition médiatique, le Sahel en proie au djihadisme et au coup d'État, le Sahel qui devient chaque jour un peu plus un désert de l'information. La Croix raconte comment les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont provoqué un verrouillage de l'information par les juntes militaires, un état de fait dont les civils sont les premières victimes, d'après la Croix, qui évoque des populations coupées du monde, des contradictions internes étouffées et un bilan de la lutte contre les groupes armés, notamment djihadistes camouflés, une zone sahélienne où l'information est désormais aussi engloutie par la propagande élaborée par des officines instrumentalisées par la Russie. La Croix rappelle au passage le lourd tribut payé par les opposants de la région, notamment au Burkina Faso, où depuis un décret appelant à la mobilisation générale en avril 2023, a envoyé plus d'une douzaine de journalistes et d'opposants sur le front pour avoir osé dénoncer les dérives du pouvoir.
On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. On a évoqué hier, Damien, l'idée originelle de la municipalité de Tokyo pour se débarrasser de ces corbeaux en refusant les enregistrements de croissement. Je vous propose de prolonger cette rubrique cri de volatile avec The Times. Le quotidien britannique rapporte ce matin que le jeune Cooper Wallace, que vous voyez ici derrière moi, un jeune Anglais de 9 ans, a remporté ce week-end dans la catégorie junior la médaille d'or du concours européen du cri de mouette. Ce concours est destiné à réhabiliter ces bestioles, souvent méchamment surnommées les rats des côtes, pour leur propension évidemment à chipper la nourriture. Une performance, nous dit The Times, que le jeune Cooper Wallace a exécutée donc en tenue de mouette, mais également en se jetant même sur les chips de sa petite sœur Shelby, pour plus de vraisemblance évidemment. Quel talent! Et non, Damien, je ne vous ferai pas le cri de la mouette. Je suis très déçu, Hélène. Hors antenne alors, c'est promis.